La situation au Tchad, le président Hissène Habré se dit prêt à négocier avec la Libye et demande à la France de s'engager davantage sans lui faire de procès d'intention, précise-t-il. Pologne, le régime réplique à l'ultimatum de Wałęsa en plaçant la région de Gdansk sous haute surveillance jusqu'à la mi-septembre. La grande misère de l'athlétisme français au lendemain des championnats du monde d'Helsinki. Invité de ce journal, l'ancien champion olympique Michel Jazy. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore une fois le conflit tchadien qui domine l'actualité ce soir. Sur le terrain, un détachement français va être envoyé dans la région de Biltin Arada, dans l'est du pays. Le ministère français de la Défense vient de l'annoncer. Et sur le plan politique, la conférence de presse qu'a tenue aujourd'hui le président tchadien, Hissène Habré, apporte quelques éclaircissements. Hissène Habré s'est en effet déclaré prêt, comme toujours a-t-il dit, à rechercher une solution pacifique au conflit en négociant avec le seul interlocuteur qui compte, selon lui, le colonel Kadhafi, mais non pas avec son rival Goukouni Weddey qu'il traite de mercenaire. Le président tchadien, dans sa conférence de presse, a par ailleurs nié tout malentendu avec la France, vis-à-vis de laquelle, dit-il, il n'est pas souhaitable de faire des procès d'intention. Hissène Habré a exprimé sa reconnaissance pour l'assistance que lui apporte Paris, tout en répétant encore une fois qu'elle est insuffisante. Jean-Marc Illouz. Au gré des atterrissages des Transals français et des C-141 américains, de mystérieuses cargaisons d'armes n'en finissent pas de s'entasser à N'Djamena. N'Djamena rassuré également parce que pour l'instant une sorte de trêve tacite semble régner sur le terrain. Libyens et forces antigouvernementales renforcent toujours leur position à Faya-Largeau, disent les satellites américains, mais ajoute-t-on dans la capitale tchadienne, leurs forces ont cessé d'avancer depuis vendredi et Chalouba, qui reste aux mains des gouvernementaux, n'est plus bombardée depuis dimanche. Pour l'instant donc, la mission d'instruction armée des quelques 700 paras français semble avoir l'effet dissuasif escompté. D'ailleurs, de nouveaux effectifs partis hier de Nantes ont pris à leur tour le chemin de N'Djamena et l'on vient d'apprendre qu'un nouveau détachement de soldats français vient d'être envoyé à Biltin, au nord d'Abéché. Bien sûr, le chef du gouvernement tchadien réclame toujours une couverture aérienne française, mais décidément, l'effort militaire de Paris et certainement le passage à N'Djamena de Guy Pen, l'envoyé spécial du président Mitterrand, ont dissipé bien des malentendus. Balayer les soupçons, envoler les procès d'intention à l'égard de la France, le président Habré l'a dit aujourd'hui même aux journalistes, nos amis français sont clairs, on ne peut les accuser de vouloir traiter avec la Libye, sous-entendu dans notre dos, ou de vouloir nous forcer à négocier dans de mauvaises conditions, comprendre alors que la moitié nord du pays est aux mains des Libyens. Reste donc que la France est toujours en contact avec toutes les parties concernées. Le colonel Kadhafi, lui, était aujourd'hui à Tunis. C'est avec lui seul et non pas avec Goukouni qu'Hissène Habré veut négocier. Hier, à Brazzaville, Christian Nucci a rencontré l'ambassadeur de Libye aux Nations Unies. Silence des deux côtés, diplomatie et pression militaire obligent. Le colonel Kadhafi devrait logiquement donner sa chance à la négociation s'il souhaite réellement éloigner de ses frontières le spectre américain. C'est ce qu'on peut lire ce soir en première page du journal Le Monde, faisant un article fait implicitement état de propos tenus par le président Mitterrand. La politique française au Tchad fera l'objet jeudi d'un entretien entre le ministre de la Défense, Charles Hernu, et le président de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale. Le syndicat Force ouvrière exprime aujourd'hui son soutien à la politique française au Tchad. Enfin, d'après un sondage publié ce matin par le quotidien de Paris, 53% des Français n'approuvent pas l'envoi de parachutistes au Tchad, 28% sont pour, 19% ne se prononcent pas. En Pologne, les autorités ont prouvé aujourd'hui l'importance qu'elles accordent aux menaces brandies par Lech Wałęsa et l'ex-syndicat Solidarité à l'approche de l'anniversaire des accords de Gdansk. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 septembre, la région, ou plutôt le département de Gdansk, est placé sous régime spécial de façon à empêcher toute manifestation et velléité de grève. Le ministère de l'Intérieur a décidé d'y appliquer une procédure accélérée des tribunaux de simple police
police où serait déférée toute personne, y compris les prêtres, qui agiraient de façon contraire à la loi. Hier, vous le savez, Lech Walesa sortait de la réserve qu'il observait jusqu'ici pour exiger personnellement la reprise des négociations sur la réalisation des accords de Gdansk. Une manifestation à Gdansk avait soutenu son ultimatum. Patrick Clément. Hier à Gdansk, il est 14h20, ces véhicules anti-émeutes de la milice polonaise sont à la recherche d'un demi-millier de manifestants qui se dirigent pourtant sans se presser vers le monument à la mémoire des victimes des révoltes de 70. La police, dans un premier temps, se fera piéger, c'est bien le terme, par ceux que l'on a envie d'appeler des irréductibles de la manifestation. À leur tête, Walesa, il a décidé de prendre la direction du cortège, alors que la loi polonaise prévoit des peines allant jusqu'à 3 ans de prison pour l'organisation de toute action de protestation contraire aux prescriptions de la loi. Et Walesa, dans le cas précis, plonge littéralement dans cette prescription, ce qui n'empêche pas de chanter au milieu de ses camarades l'hymne de solidarité. L'objectif de Walesa et des instances clandestines de solidarité semble être de contraindre le gouvernement polonais à ouvrir des négociations sur les 21 points des accords de Gdansk. Ce sera difficile. En tout cas, la Pologne reprend ce rythme oppressant de ses ultimatums continuels et si l'escalade se poursuit à ce rythme, Walesa n'aura peut-être pas longtemps la possibilité de conduire lui-même son combi Volkswagen personnel. Réouverture ce matin de l'aéroport de Beyrouth, fermé depuis 6 jours à la suite des bombardements des miliciens druzes. La compagnie aérienne libanaise a mis sur pied un plan de rapatriement des milliers de Libanais surpris à l'étranger par la fermeture de l'aéroport. Au Chili, nouveaux affrontements la nuit dernière dans la capitale entre manifestants et forces de l'ordre. Le Parti communiste français demande que la France et la communauté européenne prennent des sanctions contre le régime chilien. En France, après la trêve du 15 août, les problèmes économiques et sociaux vont à nouveau dominer les travaux du gouvernement et des partenaires sociaux. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui à l'Élysée le président du CNPF, Yvon Gattaz, pour un tour d'horizon qu'ils poursuivront dans une quinzaine de jours. À sa sortie de l'Élysée, M. Gattaz a mis l'accent sur les problèmes de l'emploi. J'ai proposé des mesures d'urgence, en particulier dans le domaine de l'emploi. La seule façon de créer rapidement des emplois, c'est de rendre totalement libre, je dis bien totalement, les embauches à durée déterminée. De même, pour éviter des faillites avec des licenciements totaux, il faut pouvoir permettre des licenciements rapides et partiels. Freiner les licenciements, finalement, c'est interdire l'embauche. Monsieur Gattaz doit être reçu cette semaine par les ministres de l'Industrie, de l'Économie et des Affaires sociales. En tout cas, ces propos du président du CNPF confirment bien, Philippe Sassier, l'allure que peut prendre la rentrée de septembre, en tout cas sur le front social. Oui, effectivement, Christine. Il y a quelques jours, le ministre de l'Emploi, Jacques Rallit, annonçait qu'il fallait différer jusqu'à la fin de l'année les licenciements chez Peugeot. Aujourd'hui, Yvon Gattaz, on vient de l'entendre, réclame davantage de souplesse pour les chefs d'entreprise dans leur embauche et dans leur licenciement. C'est la seule façon, dit-il, de pouvoir s'adapter à une demande très fluctuante de la clientèle. Et depuis longtemps, les patrons réclament, vous le savez, davantage de souplesse entre les carnets de commandes et les effectifs. Alors, à n'en pas douter, l'emploi sera un des thèmes majeurs de cette rentrée. On s'en doutait déjà en voyant les mouvements chez Peugeot, la polémique lancée autour des investissements à l'étranger de Renault et l'agitation dans des secteurs comme l'imprimerie. Reste à savoir, et c'est la question numéro 1, si cette agitation va beaucoup se développer d'ici au mois d'octobre où auront lieu les élections à la sécurité sociale et la mise en place des premières lois Auroux. Le deuxième grand thème de cette rentrée sociale et économique sera très certainement la défense du pouvoir d'achat. Ce sera un des grands chevals de bataille de tous les syndicats qui les amènera probablement à mettre en cause certains des aspects de la politique de Jacques Delors. Un bon résultat, en tout cas à l'actif de cette politique, l'amélioration de la balance des paiements, puisque le déficit passe de 30 milliards de francs à moins de 3 milliards du premier au second semestre. C'est effectivement un bon résultat. Il s'explique pour les 3/4 à la fois par une forte diminution de notre déficit commercial et par une augmentation, par un doublement de nos excédents touristiques. En effet, au cours du premier trimestre, au cours du deuxième trimestre, notre déficit commercial a diminué de moitié par rapport à ce qu'il était au premier trimestre. Et par rapport
aux 6 premiers mois de l'année passée, eh bien, notre commerce extérieur, nos exportations ont augmenté de 10% au cours des 6 premiers mois de cette année. Et dans le même temps, entre le premier trimestre 1983 et le deuxième trimestre 1983, notre excédent touristique a été multiplié par 2. Cela signifie notamment pour la France que nous aurons besoin de moins emprunter à l'étranger. Un point noir simplement qu'il faut souligner, c'est que ces bons résultats ont été enregistrés avant cette nouvelle flambée du dollar. Et on saura quel est l'effet dollar quand on connaîtra les résultats du commerce extérieur de juillet qui devraient être publiés en principe jeudi prochain. Le dollar, en tout cas, a accusé un net recul aujourd'hui sur toutes les places monétaires. La devise américaine a perdu près de 2% à Paris, cotant 8 francs 0,5. Le franc est resté stable face aux autres devises, notamment le mark. Même si ce repli du dollar se confirme dans les prochains jours, son ascension continue depuis plusieurs semaines face aux devises étrangères, inquiète les milieux d'affaires américains. Les exportations américaines commencent en effet à en subir le contre-coup et les importations de produits étrangers en bénéficient. Le dossier, Alain Cancès. Si en Europe, les touristes américains ont le sourire, ici aux États-Unis, un nombre croissant d'industriels et d'hommes d'affaires commencent à être très sérieusement inquiets. La hausse continue du dollar leur pose en effet de graves problèmes, tant pour leurs exportations que sur le plan du marché intérieur. Les exportations tout d'abord. Ces marchandises, par exemple, qui quittent le port de New York, coûtent chaque jour un peu plus cher aux acheteurs potentiels. Ces derniers vont donc soit réduire leurs achats, soit se tourner vers d'autres fournisseurs. Et s'il est vrai que l'industrie américaine dans son ensemble n'est pas trop dépendante de ses exportations, ces dernières sont en revanche nécessaires, vitales même, pour certains secteurs. Les machines-outils, les équipements lourds par exemple. Des entreprises, des usines connaissent aujourd'hui de sérieuses difficultés. Les transporteurs maritimes eux aussi s'inquiètent. Les navires qui partent pour l'étranger sont beaucoup moins chargés que ceux qui en reviennent. Car, et c'est le second point, la concurrence des produits étrangers se fait de plus en plus forte sur le marché américain. Ces voitures par exemple, fabriquées en France, coûtent moins cher qu'il y a un an. Leurs prix sont donc encore plus compétitifs par rapport à ceux des voitures fabriquées aux États-Unis. Ce qui est vrai des voitures l'est aussi de pratiquement tous les biens de consommation, textiles, mobilier, mini-informatique par exemple. La concurrence joue même désormais sur les biens d'équipement. C'est donc une menace sérieuse pour les industriels américains. Certains experts estiment que la concurrence étrangère peut compromettre à terme la reprise amorcée aux États-Unis. Dernier point, les multinationales qui ont des filiales à l'étranger. Pour rapatrier les bénéfices de leurs filiales, ces compagnies doivent les transférer en dollars et ces bénéfices diminuent lorsque le dollar augmente. Les organisations industrielles et d'hommes d'affaires ont donc fait pression ces dernières semaines sur leur gouvernement pour qu'ils ralentissent et si possible réduisent la hausse du dollar. Mais de l'avis de tous les experts, c'est là une mission impossible. Le dollar continuera à être très demandé. C'est une monnaie dans laquelle on veut investir. Et c'est aussi un véritable paradis, comme nous disons. Une valeur refuge compte tenu des conditions politiques qui existent partout dans le monde. Personne ne croit qu'une banque centrale, quelle qu'elle soit, fût-ce celle des États-Unis, peut sérieusement peser sur le marché d'échange. On peut intervenir au jour le jour pour de petites fluctuations. Mais il est impossible de faire en une nuit baisser le dollar de 10% par exemple vis-à-vis du mark ou du franc français. Pour arriver à un tel résultat, il nous faudrait d'abord remettre de l'ordre dans notre maison. Mais pour remettre de l'ordre dans la maison, il faut que le gouvernement américain réduise son déficit budgétaire et du même coup provoque une baisse des taux d'intérêt. Ce qui ne peut se faire qu'en augmentant les impôts ou en réduisant les dépenses de l'État. Deux conditions bien difficiles à remplir à 15 mois des élections présidentielles. Quant au fait que la situation actuelle soit une menace pour les industriels américains eux-mêmes, il est une nouvelle preuve de l'étrangeté, pour ne pas dire de l'absurdité, de la situation actuelle. Si la compétition économique reste le nerf de la guerre pour les entreprises américaines, l'administration Reagan a décidé, voilà plusieurs mois,
d'investir massivement dans un nouveau domaine de la technologie militaire, une technologie dont les retombées sur le plan économique sont évidemment considérables. Ce nouveau domaine est celui de l'espace, qui devient le champ ouvert de la concurrence entre les grandes puissances. Si Américains et Soviétiques continuent à Genève de négocier le sort de l'armement nucléaire, dans l'espace, tout est permis. Patrick Esther. La bataille de l'espace est commencée. À gauche, la navette américaine, à droite, le Soyouz soviétique. Plus question de démonstration pour la gloire, comme c'était le cas avec la course à la Lune des années 60, c'est bien de stratégie militaire qu'il s'agit maintenant. La navette est financée en grande partie par les militaires du Pentagone. Bientôt, elle sera tirée depuis un nouveau pas de tir sur une base militaire, à l'abri des regards indiscrets. Côté URSS, le train spatial est le plus gros satellite actuellement en orbite. Il occupe en permanence la banlieue terrestre. 23 mars 83, Ronald Reagan réveille la méfiance du peuple américain à l'égard de l'URSS en montrant ses photos. Pour le président des États-Unis, tous les clichés réalisés par les satellites démontrent le suréquipement de Moscou en missiles nucléaires. En réalité, les photos des satellites restent toujours secrètes et les clichés montrés à la presse ont été pris par un avion espion, le SR-71, pour les besoins du discours politique. Les photos des fameux satellites espions Big Bird sont beaucoup plus précises. On y distingue des détails gros comme une balle de tennis. Dans son appel, Ronald Reagan engageait les USA à construire des engins capables de neutraliser depuis l'espace les missiles nucléaires intercontinentaux soviétiques. 5 mois plus tard seulement, un avion C-135 décolle d'une base tenue secrète, à son bord, un rayon laser à haute énergie. 5 fois de suite, le faisceau va abattre en 1 millième de seconde un missile évoluant à 3500 km/h. Compte tenu du poids limité de ce laser et de sa miniaturisation, rien n'empêche plus maintenant les Américains de placer en orbite une arme de ce type. Côté soviétique, on n'est pas en reste. Il y a 2 ans déjà, un satellite avait été téléguidé pour détruire un autre engin évoluant dans l'espace. Et c'est à la chaîne que ces engins cosmiques sont fabriqués. Sur les 2500 satellites tirés depuis le premier Spoutnik, 1500 sont des cosmos soviétiques, les 2 tiers à vocation militaire. L'URSS, de plus, a entrepris la fabrication d'une fusée dont on dit qu'elle sera la plus puissante jamais construite, probablement pour lancer une énorme station orbitale. Une petite navette de 4 mètres d'envergure a elle aussi déjà volé. Avant la fin des années 80, les Américains auront probablement placé une station en orbite, bardée de radars, de moyens sophistiqués de détection et de communication, mais aussi de lasers. Sans atteindre cette technologie, les Chinois ont rejoint depuis peu le club des pays utilisant militairement l'espace en lançant 5 satellites espions. Enfin, même si la fusée Ariane a été construite par l'Europe uniquement à des fins commerciales et civiles, cela n'empêche pas la France de caresser, pour 85, le projet d'un satellite militaire de reconnaissance. Aujourd'hui, Russes et Américains savent abattre depuis le sol des avions avec des faisceaux de particules. Demain, ces pinceaux de lumière seront capables de traverser les couches de l'atmosphère. Déjà, les Soviétiques ont réussi à neutraliser un satellite américain jugé trop curieux en l'aveuglant. Alors, dans les décennies à venir, la maîtrise de l'espace et la possession d'armes sophistiquées sera bel et bien une réalité et une nécessité stratégique. Revenons sur Terre avec ce dernier incident diplomatique qui fait grand bruit à Washington et que Moscou jusqu'ici passe complètement sous silence. Le fils d'un diplomate soviétique de haut rang en poste à Washington a en effet écrit au président Reagan et à un grand journal américain pour demander l'asile politique. Alain Cancès. Les agents du FBI installés dans des voitures surveillent à peine discrètement l'immeuble de l'ambassade soviétique à Washington. À l'intérieur du bâtiment se trouverait un jeune homme de 16 ans, Andrei Berezkov, le propre fils du numéro 2 de l'ambassade. Il y a quelques semaines, Andrei aurait écrit au président Reagan.
Il lui aurait dit qu'il ne voulait pas rentrer en Union soviétique, qu'il préférait au contraire rester aux États-Unis. Du coup, récemment, les Américains se sont opposés au départ de la famille Berezkov pour Moscou. Ils veulent auparavant pouvoir s'entretenir librement avec le jeune homme pour connaître ses véritables intentions. Les Soviétiques refusent, ils mettent en avant le jeune âge d'Andreï. Et surtout, ils ne sont pas loin de parler de provocation. Pas du tout, a répondu un des plus proches collaborateurs du président Reagan, M. Mez. Nous voulons simplement savoir ce que le jeune homme veut. Quant à son âge, peu importe, nous avons déjà par le passé accordé l'asile politique à des gens plus jeunes. Les Soviétiques, eux, se contentent de dire que la famille Berezkov partira pour Moscou, mais qu'ils ne savent pas quand. Le jeune homme se trouverait actuellement à l'intérieur de l'ambassade, c'est du moins ce que les Soviétiques disent officiellement, et officiellement, les Américains les croient. Officieusement, ils sont plus sceptiques. Une situation dont personne ne voit très bien comment elle peut évoluer, mais avant tout un fait, après beaucoup d'autres, révélateur du net durcissement de l'attitude américaine ces dernières semaines dans tous les domaines liés à la politique étrangère. Ce n'est pas un hasard si un des plus proches collaborateurs du président, M. Mez, est intervenu personnellement et publiquement sur cette affaire. La confirmation est maintenant officielle. Le département américain de la justice a reconnu aujourd'hui que des officiers américains avaient bien aidé Klaus Barbie, le criminel de guerre nazi détenu à Lyon, à échapper aux poursuites judiciaires que la France avait engagées contre lui après la guerre. Hervé Brusini. C'était le 5 février dernier à la prison militaire de Montluc à Lyon. Tous attendaient celui qui venait d'être arrêté, l'auteur sinistre d'atrocités commises lors de la Seconde Guerre mondiale, le spécialiste de torture en tout genre qu'il a pratiqué ici même, Klaus Barbie. La justice des hommes aboutissait enfin. Pourtant, cette justice n'a pas toujours eu les mains libres. D'abord, l'extradition de Barbie, alias Klaus Altmann, en Bolivie, n'a été réalisée qu'après un long processus. Mais surtout, le département américain de la justice reconnaît aujourd'hui même, je cite, que des officiers des services de contre-espionnage de l'armée des États-Unis ont fait obstruction en cachant Barbie à la haute commission américaine. C'était à l'époque l'autorité civile chargée en Allemagne de rechercher les criminels de guerre. Une autorité qui avait été saisie par les Français en 1949 pour demande d'informations sur Klaus Barbie. Une demande qui est donc restée sans réponse. Toutes ces révélations se trouvent dans un rapport de 218 pages où l'on reconnaît l'entière responsabilité américaine. 218 pages à l'issue desquelles le gouvernement américain présente ses excuses à la France. 218 pages dont les derniers mots sont ceux-ci. Le rendez-vous de Barbie avec la justice aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Fin de citation. Mais voilà, après-guerre, Barbie aurait travaillé pour les Américains comme agent de renseignement sur les activités communistes en Europe. Déjà mis hors de cause dans l'affaire de la tuerie d'Avignon, Christian Paris a été entendu pendant 2 heures aujourd'hui par la police judiciaire à Montpellier. Il s'agissait d'éclaircir une vieille histoire, a-t-il dit. Helsinki, c'est fini, et il faut bien le dire, à 1 an à peine des Jeux Olympiques de Los Angeles, ces championnats du monde d'athlétisme ont été décevants pour les athlètes français. Dans chacune des épreuves où les Français parvinrent en finale, leurs performances ne furent pas vraiment à la hauteur, comme nous le rappelle Sylvie Josse. Josette Mahmoud, dossard 265, a réalisé la meilleure performance française. Il s'aligne ici au départ de la finale du 3000 mètres steeple. Mahmoud a 28 ans, il détient le record de France de la spécialité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une révélation. Mahmoud termine ici 4e, il améliore son record de France en 8 minutes, 18 secondes et 36 centièmes. On attendait beaucoup des perchistes et la déception est à la mesure des espoirs mis en eux. Pierre Quinon a été incapable de franchir une barre. Thierry Vigneron échoue ici à 5,50 m et prend la 8e place du concours. Enfin, Patrick Abada, il passe ici 5,50 m mais n'ira pas plus haut. Il termine 6e. Les relais. Sur 4 fois 100 mètres, hommes et femmes se sont qualifiés pour la finale. Les hommes sont au couloir numéro 8, à l'extérieur. Ils ne sont manifestement pas au niveau, les passages de relais sont assez approximatifs. Les Français sont très loin des premiers, ils terminent 8e et dernier de cette finale. Enfin, le 4 fois 100 mètres féminin.
les Françaises sont au couloir numéro 1, à la corde. On attendait également beaucoup du relais français qui avait gagné la médaille de bronze au championnat d'Europe l'an dernier à Athènes. Les Françaises prennent la 7e place. Bilan français de ces premiers championnats du monde d'athlétisme. Au départ, une délégation d'une 40aine d'athlètes, 6 places de finalistes, aucune médaille. L'athlétisme français n'était jamais tombé aussi bas depuis les Jeux Olympiques de 1936. Michel Jazzy, vous incarnez, vous et quelques autres sportifs de votre génération, la grande époque de l'athlétisme français, champion olympique à Rome en 1960. Vous avez pendant plusieurs années dominé le demi-fond mondial. Vous avez maintenant 47 ans. Comment expliquez-vous que cette génération-ci d'athlètes français soit tellement dépassée par les performances des équipes américaines et d'autres équipes européennes? Mais je crois tout d'abord il y a un manque de préparation psychologique de la part des athlètes. Les athlètes français ont mis tout ce qu'il fallait en leurs moyens pour se préparer physiquement. Nous avons des entraîneurs qui sont compétitifs sur le plan international, même mondial, mais il s'agissait tout simplement de les préparer psychologiquement à la grande compétition. Et là, nous avons fait le constat au championnat du monde d'Helsinki que les athlètes étaient prêts physiquement et malheureusement, moralement, ils n'étaient pas prêts à accepter la grande compétition, surtout quand ils s'alignaient au départ des compétitions dans les phases éliminatoires et rencontraient les meilleurs athlètes mondiaux. Et je pense que c'était tout simplement une préparation qui était nécessaire avant ces championnats du monde, se confronter avec les meilleurs mondiaux dans des compétitions tout à fait différentes que celles de ces championnats. Mais cette préparation psychologique fait partie intégrante maintenant de l'entraînement sportif. On l'a bien vu avec Carl Lewis et les Noirs américains, la façon qu'ils ont de se concentrer juste avant l'épreuve. Comment se fait-il qu'en France, on n'ait pas davantage travaillé ces techniques de concentration? Bien, je crois surtout c'est que les athlètes américains ont l'habitude de se confronter. Ce sont les meilleurs athlètes mondiaux. Malheureusement, les athlètes français ont l'habitude de se confronter. Ils ne recherchent pas la concurrence à l'étranger. Pour quelle raison? Tout simplement en faute de moyens, parce qu'ils ne sont pas invités, ils ne sont pas compétitifs sur le plan international. Donc les organisateurs ne s'intéressent très peu à leur cas et ne les invitent donc pas dans les grandes compétitions. Les athlètes américains représentent un potentiel tellement exceptionnel, tellement attractif, que bien sûr ils sont invités un peu partout. Et en plus de cela, les athlètes peuvent se confronter chez eux. Ils ont un tel potentiel d'athlètes d'exception que leur niveau au moment des sélections est beaucoup plus important parfois qu'au moment de ces championnats du monde, voire aux Jeux Olympiques par exemple. Mais certaines équipes européennes ont pourtant été tout à fait à la hauteur et là on peut se dire qu'au plan national pour eux le problème est le même que pour nous. C'est exact, mais disons dans d'autres pays européens, voire l'Allemagne de l'Ouest, la Grande-Bretagne, c'est une grande tradition de l'athlétisme. Il y a toujours eu des compétiteurs en Grande-Bretagne. En Allemagne de l'Ouest, il y a une discipline, il y a l'orgueil du drapeau qui existe quand même. En Italie, ce sont des Latins comme nous. Les Italiens ont des moyens financiers exceptionnels, peut-être les meilleurs après les Américains au monde. Et nous, malheureusement, les Français, nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres pays de l'Europe. Donc ce qui nous manquerait, ce serait à la fois le ressort psychologique et, il faut bien le dire, l'argent, le financement. Il y a le financement qui est un financement important de la part des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics aident énormément la fédération. Je crois que le grand changement devra intervenir au niveau fédéral. Je crois que de ce côté-là, il faudrait remanier quelques positions. Je ne veux pas dire que certaines personnes ne sont pas à leur place, mais certaines personnes ont fait leur temps et devraient laisser la place aux jeunes parfois. Et vous pensez que d'ici les Jeux Olympiques de Los Angeles, on a le temps d'améliorer? Malheureusement pas. Non, malheureusement pas. Je crois que nous n'avons malheureusement pas le temps de préparer. Nous avons vu ce qu'il va se passer à Los Angeles. Nous l'avons vu au championnat du monde à Helsinki. Et la seule chose qui serait souhaitable de préparer, c'est la fédération. La fédération devrait se préparer comme une société, comme une entreprise, avoir un PDG, un responsable de relations publiques, de la publicité et avoir des responsables de secteur comme dans toute société privée. Mais souhaitons qu'elle entende vos conseils et souhaitons aussi que nos sportifs ne se découragent pas d'ici l'an prochain. Le King a disparu il y a 6 ans, mais ses admirateurs ne l'oublient pas. Elvis Presley continue de recevoir l'hommage posthume de milliers de visiteurs dans sa maison de Memphis et l'affluence était considérable aujourd'hui en ce jour anniversaire de sa mort. Si vous aimez Elvis et si vous êtes sensible à son histoire qui a marqué plus d'une génération, ne manquez pas tout de suite après ce journal le téléfilm qui lui est consacré. Et maintenant, parlons du temps de demain, Alain Gillot-Pétré.
À la Love Me Tender, des orages suite. Voulez-vous les voir ces orages? Alors regardez la photo satellite de la météo nationale. Ils étaient très visibles sur le sud-ouest, le centre. Ils gagnaient même le sud-est et le nord-est. Demain, nous les retrouverons sur la moitié est du pays. Ici, ça ira bien. Mais il y a cette ligne de nuages, cette espèce de petit front chaud, pas très méchant, qui va venir se bloquer sur le nord-ouest. Et la réserve d'orage, la voici, c'est une perturbation qui, elle, va venir se bloquer sur l'ouest du pays et qui devrait commencer à nous intéresser dans 2 jours et demi. En attendant, pour demain, voici la carte. Non, ça c'est les températures. Je préférerais la carte du temps, ce serait nettement mieux. Oui, la voilà, c'est celle-là. Donc, sur la moitié est du pays, un temps quand même assez couvert, avec des orages encore sur tous les reliefs, de l'Alsace au Jura, aux Alpes et à la Corse, des orages qui pourraient donner de la grêle. Progressivement, ça s'arrangera en cours de journée avec quelques petites éclaircies. Sur la moitié ouest, des brumes le matin, ensuite un temps variable, avec, ma foi, de belles éclaircies, sauf sur les côtes de la Manche, où là, il y aura une ligne de nuages assez abondante, avec des stratocumulus. Donc, ce sera assez couvert, quelques rares éclaircies. Température en très légère baisse. Ça ira de 20 degrés à Cherbourg à 29 degrés seulement au sud, mais ce sont tout à fait des températures de normes saisonnières. 25 à Paris, 26 à Strasbourg, 26 à Biarritz. Demain, c'est le mercredi 17 août, 4 minutes de soleil en moins, ça descend. Lever du soleil, 6h47, coucher 21h02. C'est la Saint-Hyacinthe, Christine. À 22h50, Isabelle Béchler vous présentera notre édition de la nuit et arbitrera un débat sur le tourisme dans la région Midi-Pyrénées entre le président du comité régional, Robert Castin, et notre confrère Pierre Escorsac de la Dépêche du Midi. Demain, à 12h45, vous avez rendez-vous avec Hervé Chabalier et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.